Comment et pourquoi investir sur le marché des résidences secondaires gérées? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la société Revenu Pierre depuis le Royal Monceau à Paris. Étienne Jacot, bonjour. Bonjour Alexia. Étienne, vous êtes le fondateur et directeur de Revenu Pierre. Vous avez créé cette société en 2007 et en 15 ans, vous êtes devenu un acteur majeur sur la revente LMNP en résidence gérée. Comment en êtes-vous arrivé là? 15 ans déjà. Oui. L'entreprise, c'est une entreprise familiale, monsieur, madame, faite complètement par hasard. D'accord. À la base, les deux fondateurs sont des bons investisseurs immobiliers familiaux, dans une logique, indépendance financière, je veux dépendre de personne, je veux faire de l'IMO pour être libre plus tard. Et de force en aiguille, notre écosystème professionnel, moi à la base j'étais un DAF pour le compte de fonds d'investissement, savait qu'on était des passionnés d'immobilier et un jour ont voulu qu'on fasse la même chose pour eux que ce que l'on faisait pour nous. Ah. Et donc on s'est trouvé des premiers clients naturels dans notre écosystème professionnel. Et de fil en aiguille, très très vite, l'un est venu avec un CGP avec lui, l'autre avec un avocat, un fiscaliste, et tout le monde s'est dit « mais c'est génial ce que vous achetez pour vous, on aimerait le proposer à nos clients ». Voilà comment l'histoire a commencé, complètement par hasard. Et puis finalement, ça a marché dès le premier jour. C'est un modèle Excel, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup d'expérience, beaucoup de présence terrain, du sérieux. À la base, on était des vrais connaisseurs puisqu'on achetait pour nous. Donc finalement, les CGP qui nous ont fait confiance en lisant les PV l'AG comprenaient qu'on avait aussi des lots dans ces résidences. Donc la confiance est née très très rapidement parce qu'ils ont compris qu'on n'était pas des distributeurs immobiliers mais des investisseurs pour nous. Et ils se disaient, finalement, si nos clients font les mêmes affaires qu'eux-mêmes, finalement, ça doit être bien. Voilà l'histoire. Intéressant. Et alors, aujourd'hui, quelles sont les principales raisons qui poussent les investisseurs à choisir le marché secondaire plutôt que le neuf? Disons qu'ils peuvent se dire que les résidences existent, on peut les visiter, oui. On sait si elles marchent, on sait si elles gagnent de l'argent, on sait si elles sont bien positionnées, on sait s'il y a un plan travaux, pas de plan travaux. On est sur du réel et du concret, on n'est pas sur des jolies plaquettes promoteurs, on n'est pas sur des rêves futuristes. C'est du réel en pratique. C'est du réel, voilà. C'est tangible et on arrive à le voir et à le matérialiser plutôt qu'à l'imaginer. Parlons des performances. Quelles sont les performances attendues d'un investissement LMNP dans le marché secondaire en termes de rendement et de sécurité? Les choses vont se situer entre 4,5 et 6%. Plutôt 4,5 sur le segment de l'étudiant qui est le plus liquide, le moins risqué, le plus facile, à 6% sur le monde de l'EHPAD qui a quand même un petit peu souffert ces dernières années et qui est un produit moins immobilier, plus financier, plus dédié et qui nécessite des rendements, donc du risque, un peu plus élevé. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui attire le plus les investisseurs sur le marché secondaire? Est-ce que c'est plutôt les résidences étudiantes, affaires? C'est quoi? Globalement, 50% de l'étudiant, parce que ce sont des produits facilement identifiables, transmissibles. Tout le monde comprend que le marché étudiant est profond, que les besoins sont nombreux, que les prix sont accessibles. On trouve du 60 000 euros, du 80 000, du 100 000. Donc, voilà, dans le contexte actuel, c'est mieux. On est dans le mass market, si je puis dire. Voilà. D'accord. Et vous, alors, comment vous accompagnez les investisseurs dans la sélection des biens sur le marché secondaire? J'imagine que vous avez une approche particulière. Alors, on a un ADN assez fort de par le fait qu'on est des investisseurs pour nous, au départ. Donc, on aime sélectionner. On reçoit 10 propositions tous les jours. Tous les jours et tous les jours. Donc, 300 par mois, 3000 par an. C'est vraiment, voilà, c'est 3000 par an. Sur les 3000, il y en a 1000 qui passent le filtre. Donc, 1000 qui donnent lieu à un mandat, en pratique. Donc, 1 sur 3. Il en reste 2 sur 3 qu'on n'a pas pris ou qui ont été vendus ailleurs, etc., etc. Donc, la sélection est assez forte au départ et je pense que c'est ça notre ADN. C'est ça que les distributeurs, CGP, banques ou clients viennent chercher. Ils savent que globalement, on va chercher sur le marché des voitures, on va chercher les BM et les Mercedes. Oui. Voilà, les Peugeot, elles se revendent, mais avec des taux de rendement un peu plus élevés et d'une autre façon. Et puis les Lada, on est désolé, mais voilà, on ne veut pas les vendre. D'accord. Donc ils viennent chercher une sélection et des critères de référencement sérieux, pointus. Il y a de la méthodo, ils peuvent la trouver, on leur donne. Ils voient bien qu'il y a de l'expérience. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflation, du hausse du taux d'intérêt. Quelles sont les opportunités, les incertitudes que vous voyez en 2025? 2025, il y a des incertitudes et des opportunités. Commençons par les incertitudes. Elles sont plutôt d'ordre macroéconomique ou politique sur finalement l'immobilier, est-ce le bon moment, la fiscalité, va-t-elle changer, va-t-elle pas changer? Vous voyez, chaque fois qu'on
que les pouvoirs publics disent quelque chose, les acteurs, investisseurs potentiels peuvent se dire « Ah, j'attends, il va se passer quelque chose ». Il se passe rarement quelque chose, mais en attendant, on attend, donc ça peut bloquer un peu le marché. Donc ça, c'est l'aspect risque. Puis en termes d'opportunités, les taux d'intérêt sont plutôt à la baisse, donc ça crée des taux d'effort bien plus faibles pour les acheteurs, donc ça, c'est une opportunité. Et puis, rappelons que nos prix, c'est toujours des prix entre 60 et 100 000. Donc, on a toujours de l'épargne disponible, on a toujours un héritage qui est arrivé, une vente d'un appartement qu'on veut réaffecter en partie. Donc, on a toujours quand même de l'opportunité sur des produits immobiliers non spéculatifs, stables, finalement pas si chers que ça. Voilà. Alors, j'ai lu aussi que vous étiez intéressé par la technologie et les modèles SaaS applicables en immobilier. Et que vous consacrez du temps auprès des acteurs de la PropTech. Qu'est-ce qui vous anime chaque jour et comment est-ce que cela impacte votre métier? Ça vient de mon métier passé. J'ai toujours travaillé dans le monde du logiciel, donc je dois aimer. Et puis finalement, aujourd'hui, je passe un peu de temps à accompagner des jeunes entrepreneurs. Je dois avoir une dizaine de lignes ou de jeunes entrepreneurs suivis. C'est des sujets à 10 ans. Les succès, il y en a 1 sur 10 qui marche très bien, 3 moyens, et puis 5, je me dis, ça va être très, très difficile. Donc ça, c'est peut-être pour renvoyer ce que j'ai reçu, en tout cas, voilà, accompagner. Quand on a de l'âge, on a de la méthodo, on croit de l'expérience, et puis les jeunes, ils ont de l'innovation, des idées, donc on se dit... Oui, on en retire quelque chose. Alors, pas forcément sur notre métier, j'essaye d'investir dans des segments, dans des secteurs qui sont proches du nôtre, voilà. Mais on apprend en termes de sujets futurs. Comment vous voyez dans les prochaines années? Je pense que je vais accompagner pendant quelques années de jeunes entrepreneurs. C'est vrai? Absolument, je trouve ça passionnant, intéressant. Vous aimez transmettre aussi? Oui, puis on est challengé, en fait, on est challengé. Quand on sort d'un meeting, on se dit... Oui, j'étais meilleur il y a 20 ans, mais je vais quand même essayer de rester dans l'actualité de ces gens-là, parce que ce que certains imaginent, nous, on trouve ça extrêmement disruptif, quoi. J'imagine. Bon, écoutez, en tout cas, bravo et pour cette évolution, cette ambition de croissance et puis pour cette ouverture d'esprit sur les innovations. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, Alexia. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.